Salut à tous et à toutes et bienvenue pour cette troisième et dernière partie de ma rétrospective des films du mois d'avril 2016 avec 8 films dans cette troisième partie. Et je vais commencer tout de suite donc avec M le maudit de Fritz Lang qui est sorti au tout début des années 30, donc c'est un très très vieux film. Et si vous suivez un peu mes vidéos, vous devez sûrement savoir que je regarde rarement des films datant d'avant les années 60. 60 c'est vraiment mon ultime limite. Où j'arrive vraiment à bien apprécier les films, mais ça m'arrive de temps en temps de tenter de regarder des classiques datant d'avant. Pas souvent malheureusement, et c'est quand je vois des films comme même Le Maudit que je me rends compte qu'il faudrait peut-être que je vois des films datant d'avant. J'avais vu Citizen Kane et j'avais pas du tout aimé, du coup je m'étais peut-être un peu dit que les films de cette époque étaient pas toujours super bien, enfin j'ai pas du tout aimé Citizen Kane, je veux le revoir en tout cas. Mais là j'ai regardé Le Maudit de Fritz Lang, et il n'est pas considéré comme un chef-d'œuvre pour rien, c'est vraiment un chef-d'œuvre parce qu'il est encore extrêmement bien encore de nos jours. C'est là où on voit qu'il y a un chef-d'œuvre. Donc, qu'est-ce que M le maudit? C'est un thriller dans lequel on a M le maudit, un tueur d'enfants. Et donc, on va voir un petit peu toute la paranoïa de toute une ville qui a peur et qui cherche partout qui est le criminel. Donc déjà le gros point fort c'est toute l'intrigue, d'autant plus qu'il n'y a pas de personnage principal. Je sais pas si on peut... En tout cas toute la première partie ne suit vraiment aucun personnage en particulier. On va avoir des séquences avec des personnages qu'on ne verra plus dans le film, ce sont juste un habitant de la ville, et on nous filme donc ses réactions, ses peurs par rapport à ça. On a un moment une mère qui a perdu sa fille, un autre moment on a une personne qui soupçonne quelqu'un d'être M le maudit. Donc voilà, on va changer de personnage durant toute la première partie et on ne suivra pas, il n'y aura pas de personnage principal. Et ça permet d'avoir une vue d'ensemble sur l'intrigue. On n'est pas centralisé sur un seul personnage. Et je trouvais ça très intéressant et ça fait en partie, c'est ce qui fait en partie que c'est un chef-d'œuvre. Donc c'est pas un film vraiment sur la personnalité, même M le maudit, c'est pas vraiment un film sur la psychologie des psychopathes, des tueurs en série. Il y a un peu de ça quand même parce que la seconde partie va être centralisée sur M le maudit. C'est dans cette seconde partie qu'M le maudit devient le personnage principal, on va dire. Mais dans la première partie, on est vraiment sur plein de personnages et on a une intrigue, on voit l'intrigue en grand, quoi. On a une vue d'ensemble sur l'intrigue et l'intrigue est super bien, elle est très bien menée, on passe d'une scène à l'autre super bien et on ne s'ennuie jamais. Ça, c'est très réussi. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est Peter Lorre, l'acteur de M le maudit. Au début, je le trouvais un peu cartoonesque et je me disais, il a tendance à peut-être avoir des exagérations en fait, mais en y réfléchissant, bon alors déjà ça aurait pu être le fait qu'à l'époque c'était... Enfin moi je trouve toujours que le cinéma datant des années 50 est un peu exagéré je trouve dans les jeux d'acteurs, ça aurait pu être ça, mais après en réfléchissant je me suis dit, c'est un tueur d'enfants et finalement c'est un enfant en fait. Peter Lorre joue un psychopathe qui est certes adulte, mais qui est resté dans une âme d'enfant en fait. Et je trouvais que ça tombait sans le sens, et du coup, au début, je le trouvais un peu cartoonesque, et puis au fur et à mesure, Peter Lorre il joue extrêmement bien. Je sais pas du tout dans quel autre film il a joué, mais en tout cas, franchement, c'est vraiment très réussi. Il y a deux scènes qui vraiment pour moi sont vraiment des scènes incroyables. Je comprends vraiment que ce soit un film considéré comme un chef-d'œuvre. Citizen Kane, faudrait que je le revoie, mais pour le coup, j'avais pas vraiment. C'était bien fait. Il y avait des scènes que j'avais trouvées très intéressantes, mais j'avais pas réussi à m'investir dans le film comme je l'ai été avec M le maudit. Donc il y a des scènes très très intéressantes. Il y a la scène de l'immeuble, de course-poursuite dans l'immeuble. Ah oui, et puis il y a aussi la scène finale, le jugement, qui va apporter un message au film, parce qu'en fait tout le film va être un petit peu centralisé sur la paranoïa des habitants. En fait il va s'intéresser principalement à
comment les habitants vont percevoir une menace comme même le maudit. Mais à la fin, il y a en plus un message de la part de Fritz Lang qui est un message anti-peine de mort déjà, et qui est très franchement pour la médicalisation de psychopathes comme ça, le fait de les enfermer dans des hôpitaux psychiatriques pour les prendre en charge et ne pas les tuer. S'occuper d'eux, il y a forcément une raison à pourquoi ils sont fous comme ça, et il montre aussi à quel point les victimes, enfin en tout cas tous les habitants de la ville peuvent être aussi cruels que le psychopathe dans cette scène. Vous verrez, mais elle est vraiment super cette scène. On a tout le peuple d'un côté qui est prêt à tuer M. le Maudit, et puis de l'autre côté on a juste une personne qui souhaite prendre sa défense dans un espèce de faux jugement organisé, et on a M. le Maudit qui est un tout petit enfant qui semble être la victime de l'affaire en fait, et j'ai trouvé cette scène aussi très intéressante. Après, s'il y avait un reproche à faire, j'ai trouvé que le film était peut-être pas assez sombre. Je l'ai trouvé un petit peu... ouais, des fois l'enquête, elle semble être prise un petit peu à la rigolade. Et puis M. le Maudit c'est pas un psychopathe qui fait peur, pas du tout. Donc voilà, ça m'a un peu étonné. Après, je peux pas dire que ce soit un point négatif, mais voilà, ça m'a étonné en tout cas. En tout cas, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Si vous ne connaissez pas M. le Maudit, je vous invite vraiment à découvrir. Si vous avez d'autres films un petit peu datant des époques antérieures aux années 50 à me faire découvrir, j'aimerais vraiment, parce que c'est une période que je connais pas du tout. Donc M. le Maudit, je lui ai mis la note de 18 sur 20, donc un chef-d'œuvre. Donc comme je vous l'avais dit, on est dans le mois Haneke, c'est plutôt bizarre. Rarement les gens se font des cycles Haneke, c'est pas vraiment un plaisir de regarder du cinéma de Haneke. Mais en tout cas, j'aime toujours son cinéma, je trouve qu'il a une très grande force. Et donc ce mois-ci, j'ai vu La Pianiste, un film avec Benoît Magimel et Isabelle Huppert. Est-ce que je me trompe? Isabelle Huppert. Non, je me trompe pas. Isabelle Huppert. Donc, encore une fois, je pourrais pas vraiment résumer il n'y a pas vraiment de scénario à dire, c'est assez spécial. Mais encore une fois, Haneke va explorer le milieu des souffrances que les hommes peuvent s'infliger à eux-mêmes, avec cette fois-ci le thème du sadomasochisme, mais pas... Ne vous attendez pas à un truc, il y a des scènes chocs, mais ne vous attendez pas à des scènes vraiment comme on en voit sur des sites de cul, vraiment du sadomasochisme. Il n'y a pas trop de sadomasochisme dans le film en fait finalement, mais ou alors c'est du sadomasochisme soft on va dire, mais il y a des scènes chocs quand même, ça reste du Haneke. J'ai pas été... on peut pas dire qu'on soit emballé par le cinéma de Haneke, comme d'habitude je pèse mes mots avec Haneke, mais ce film n'est pas vraiment un chef-d'œuvre. Ils sont bien meilleurs les films Funny Games, Caché ou encore Le Ruban Blanc. Là, j'ai eu beaucoup de mal. Alors les acteurs sont très très bons, Isabelle Huppert, Benoît Magimel est excellent, j'avais jamais vu de film avec lui, mais là je suis direct tombé amoureux de lui, j'aimerais bien voir d'autres films de lui. Mais j'ai eu beaucoup de mal à comprendre ces personnages. Scénaristiquement, c'est pas très intéressant, il se passe pas grand chose, puisqu'en fait tout est centralisé sur la relation entre ces deux personnages. Mais à partir du moment où j'ai pas compris du tout les personnages, t'as beaucoup de mal à comprendre le film en fait. Pour résumer, j'ai pas envie de spoiler spécialement, mais au début du film, lui est amoureux d'elle, elle n'est pas amoureuse. Puis elle est amoureuse. Elle lui explique qu'elle est sadomasochiste. Du coup, ça le dégoûte, il est plus amoureux. Ou en tout cas, il quitte la relation. Puis il revient, on ne sait pas pourquoi il est devenu attiré par le sadomasochisme, on ne sait pas trop. Quand je dis sadomasochisme, ils ne sont pas à se faire fondre des bougies sur la gueule avec des cagoules ou des fouets. Hein. Enfin, il y a des fouets, des petits fouets, mais c'est plus ils s'attachent ou des trucs plus soft. Même si ça reste quand même du sadomasochisme.
on ne sait pas pourquoi il devient sadomasochiste. Il la viole, mais elle n'apprécie pas, et j'ai eu beaucoup de mal à comprendre les personnages. Ils changent constamment d'avis, et ne sont jamais d'accord. Ils sont jamais d'accord en même temps. Enfin, j'ai pas du tout compris les personnages, et ça m'a beaucoup bloqué à apprécier le film. Euh, D'autant plus que, comme d'habitude avec Haneke, j'aime pas les fins des films de Haneke, je suis désolé. Funny Games à la limite, mais je déteste les fins des films de Haneke, c'est un truc de malade. Non, même Funny Games, non, j'aime pas la fin ni de Funny Games, ni de Caché, ni du Ruban Blanc, ni de ce film-là. 4 films. Il coupe trop tôt, alors que j'aime bien, je l'ai déjà dit avec Caché, j'aime bien quand un film se coupe au bon moment et qu'il va pas rajouter un prologue, ou un épilogue. Je sais plus, c'est pas grave. Mais il coupe beaucoup trop tôt et il coupe et on est resté dans l'incompréhension. Et là, pour le coup, c'est encore pareil. Sans spoiler, un des deux personnages non, je vais rien dire, mais un des personnages fait une action, puis il se barre, et c'est la fin du film. Non, c'est pas une fin, ça. Ça m'énerve. Enfin, je suis désolé, j'aime beaucoup Haneke, et d'ailleurs, j'ai en partie bien aimé le film pour 2 choses. Sa capacité à mettre une ambiance très très glauque, très très choquante, et c'est encore le cas avec ce film, et aussi la capacité à, malgré toutes ces horreurs qu'il nous montre à l'écran, à quand même nous garder intrigués et intéressés par le film tout du long, malgré les longueurs, malgré tout ça, il arrive toujours à titiller notre curiosité de terminer le film. Et ça, j'aime beaucoup avec Haneke, et c'est encore le cas là. Mais non, il sait pas finir ses films. Je déteste les fins de Haneke, et ça fait peut-être partie de son cinéma, de faire souffrir, le spectateur en ne lui offrant pas réellement une fin. Je sais pas, c'est peut-être ça, sa politique. Mais en tout cas, moi, ça a le don de m'énerver, vraiment. Ça m'a saoulé, cette fin m'a saoulé. Donc non, c'est pas le meilleur film de Haneke. C'est pas son chef-d'œuvre, c'est un bon film auquel j'ai mis la note de 11 sur 20. Mais son chef-d'œuvre reste quand même Funny Games. Et en second lieu, le Ruban Blanc dont j'avais parlé déjà il y a quelques semaines. Donc visionnez plutôt cela. Si vous avez déjà vu cela, Le Pianiste, c'est encore on retrouve tout le cinéma de Haneke. Donc si vous avez aimé le cinéma de Haneke, vous ne pourrez pas détester ce film. En revanche, il est un cran en dessous, voire largement un cran en dessous. Donc 11 sur 20, un bon film. Je sais pas si on peut dire un bon film, mais voilà, pas emballé pour moi. Ce mois-ci, j'ai vu Beyond the Pines, réalisé par Direction France. C'est un film que j'avais pas trop entendu parler, puis je l'ai vu à la médiathèque où je vais en Blu-ray, je l'ai pris. J'ai vu Ryan Gosling, ça me donnait envie le synopsis. Et j'ai pas été déçu, c'est un très bon film, mais il est très spécial. Pas dans ce qu'il montre, mais plutôt dans sa structure scénaristique. C'est quelque chose qu'on voit très rarement. En fait, j'avais jamais vraiment vu de film comme ça. Ce film se découpe en 3 parties et va suivre 4 personnages principaux différents. C'est-à-dire qu'on va avoir un personnage principal, puis à un moment on ne va plus le voir, va être remplacé par un autre, puis à un moment on va être remplacé par un autre, puis par un autre. Donc on a comme acteur Ryan Gosling, Bradley Cooper, Eva Mendes dans un petit rôle, Emory Cohen et Dane DeHaan, qui sont 2 acteurs très très jeunes mais qui ont un réel potentiel parce qu'ils jouent vraiment très très bien. Ils jouent vraiment excellemment bien. Donc la première partie est centrée sur Ryan Gosling. Je vais parler juste de la première partie au niveau du scénario, j'en dis pas plus après. Ryan Gosling qui est motard dans un cirque, il doit faire une espèce d'attraction pour le public sous un chapiteau. Et un jour, en arrivant dans une ville où il était déjà passé quelques années plus tôt, il apprend qu'il a un fils avec une fille avec qui il avait fricoté.
Et il décide de tout arrêter, d'arrêter de travailler avec le cirque pour se consacrer à son fils. Et c'est vrai que Ryan Gosling, bah, il est vraiment dans un de ses plus grands rôles. Il est encore meilleur que dans Drive. C'est vraiment un excellent acteur de Ryan Gosling. J'ai déjà parlé de lui seulement dans son film qu'il a réalisé il n'y a pas longtemps, j'ai oublié le titre, Lost River. Mais franchement, il est vraiment très très bon. Il est charismatique. Dans le rôle du bad boy, il va parfaitement bien. Il est charismatique, il est touchant, notamment dans les scènes avec le bébé. J'ai trouvé ces scènes vraiment très touchantes. Et puis rajouter à ça Direction en France, qui est un réalisateur qui franchement m'a vraiment plu, déjà visuellement il colle parfaitement à ce que j'aime dans le cinéma, un mélange entre du cinéma Lynch plus Winding Refn. Il y a beaucoup de Winding Refn, visuellement c'est vraiment très joli, il y a notamment un plan qui est sur la jaquette, qui est sur certaines affiches, où il est en moto et au-dessus de lui il y a un feu rouge. Et c'est juste ça, mais c'est vraiment magnifique avec le ciel foncé au fond. J'ai beaucoup aimé ce plan. Il y a des séquences en travelling que j'ai beaucoup aimé aussi. Et l'ambiance est plutôt sombre, plutôt oppressante, et j'ai beaucoup aimé. En tout cas pour cette première partie. C'est très rythmé, c'est vraiment superbement bien mis en scène et j'ai adoré. Puis cette première partie va se clore par une scène vraiment très surprenante et auquel on ne s'attend pas, mais alors pas du tout, mais une seule seconde. On s'attend jamais à ça. Et on passe donc sur une seconde partie avec ici Bradley Cooper comme personnage principal. C'est une bonne partie, mais ça arrive vraiment pas à la cheville de la première partie qui était juste excellent. Je pense que ça aurait été vraiment un de mes films préférés. C'était vraiment tout ce que j'aimais dans le cinéma dans cette première partie. Et la deuxième partie est loin d'être mauvaise, vraiment, j'ai plutôt bien aimé, mais quand d'un coup t'as vraiment quelque chose d'excellent pour couper avec quelque chose de bon, ça fait un peu mal et t'es déçu un petit peu. Donc là pour le coup on a Bradley Cooper qui est très bon, mais il n'arrive pas à la cheville de Ryan Gosling. On est dans un tout autre contexte, donc l'ambiance est beaucoup moins ghetto, beaucoup moins oppressante et sombre. Visuellement, on est plus dans des scènes de jour, alors que la première c'était plus de nuit. La mise en scène est toujours bonne, mais l'ambiance c'est quelque chose en moins. Et puis Bradley Cooper est beaucoup moins. Je préfère Ryan Gosling, quoi, c'est tout. J'adore Bradley Cooper en plus. Je l'adore dans les films dans Happiness Therapy. Je me souviens plus le nom du réalisateur, mais j'ai des trous de mémoire en ce moment, c'est un truc de malade. Donc cette seconde partie est en dessous, et c'est dommage parce que ça s'annonçait vraiment comme un excellent film. Même si c'est un excellent film, j'ai du mal à doser mes qualificatifs. Et puis on revient avec une troisième partie qui vient remonter encore, parce qu'à nouveau on a deux acteurs très charismatiques que je ne connaissais pas, comme je vous l'ai dit. Donc dans cette troisième partie on a deux personnages principaux qu'on va suivre en même temps. On a Dane DeHaan, qu'on a vu récemment dans Live de Anton Corbijn, que j'ai envie de voir beaucoup mais j'ai pas vu encore. Et on a Emory Cohen, un autre acteur qui pour le coup est beaucoup moins connu que l'autre, mais j'ai trouvé qu'il avait vraiment du potentiel lui aussi. Et donc dans cette seconde partie on est dans une ambiance encore une fois très sombre, et j'ai beaucoup aimé la mise en scène de cette troisième partie, qui est différente de la première mais qui reste dans une ambiance très sombre et oppressante aussi. La scène finale est plutôt attendue, mais elle reste vraiment très jouissive, et vraiment ouais, voilà. Franchement c'était un très bon film. Après ça a manqué quelque chose, je pense que c'est au niveau de la seconde partie que ça a fait crack, pour pas que ça soit un chef-d'œuvre pour moi. Je lui ai mis la note de 15/20, mais franchement c'est un très très bon film, hein. Direction France, je vais vraiment suivre ce réalisateur. Il a fait 2 autres films, je crois, je vais m'en mater dans pas longtemps, faut vraiment que je vois. Et voilà, franchement, visionner ce film, les gens sont rarement déçus, et puis rien que pour la structure scénaristique, elle est vraiment étonnante, et j'ai bien aimé. Donc franchement, voyez The Place Beyond the Pines, pour moi ça sera un 15/20. Ce mois-ci, j'ai vu Soyez sympa rembobiné avec Mos Def et Jack Black, réalisé par Michel Gondry.
Donc pour faire court, qu'est-ce que c'est? C'est Jack Black qui décide de contrer une centrale nucléaire, un truc bizarre, et enfin de s'attaquer à une centrale nucléaire en posant une bombe dans la centrale, et ça va mal se passer, il va devenir aimanté, et quand il va retourner dans le magasin de son pote, qui est un magasin de VHS, et ben, il va démagnétiser toutes les vidéos. Sauf que le patron du magasin revient bientôt, du coup ils vont devoir refaire tous les films eux-mêmes, et donc ils vont refaire donc chacun des classiques. Donc c'est une comédie, et je vais revenir après sur le fait que ce soit une comédie. Michel Gondry, bah, on voit toute sa créativité, c'est un réalisateur français plein de créativité, et c'est en ça que je l'aime beaucoup. Notamment au niveau de, je sais pas, des décors, des objets, il aime bien créer plein de trucs, et c'est vraiment le genre de film sur lequel il doit s'éclater. Et pour le coup, on voit vraiment toute sa créativité, notamment dans les séquences où il refait faire à Jack Black et Mos Def des classiques du cinéma tels que Ghostbusters, King Kong, des trucs comme ça. On voit toute sa créativité. D'ailleurs, j'avais la version de DVD que j'avais empruntée à la médiathèque, et il y avait un bonus dans lequel il y avait eu un concours pour le film dans lequel le public pouvait lui-même créer des films, enfin réadapter des films eux-mêmes en version amateur. Il y avait des trouvailles mais vraiment super. J'ai vu Tron, King Kong et Pulp Fiction. Ouais, il était vraiment énorme celui de Pulp Fiction. Donc voilà, il va il va mettre en scène toute sa créativité. Il y a une scène qui est super, on le voit dans le making of, surtout qu'elle est faite sans cut. Je pensais qu'elle était cutée, mais c'est vraiment un vrai plan séquence dans lequel il va enchaîner différents films cultes, à la fois avec des décors en carton, des trucs, des vieux objets chinés, des trucs comme ça, et on voit vraiment toute sa créativité là-dedans. Et ça, j'ai bien aimé. Mais là où il y a un gros problème, c'est que c'est une comédie. Déjà, j'ai trouvé que le film offrait pas grand-chose. Je vais revenir sur ce qu'il offre après, mais il y a une chose qu'il offre de vraiment bien. Et je veux dire, scénaristiquement, les personnages sont pas extrêmement bien écrits. C'est une trame plutôt simple. Il n'y a pas spécialement de thématiques qui sont abordées. Encore, ça c'est pas grave. Un film n'est pas forcément obligé d'aborder des thèmes très sérieux. Mais là où ça coince, c'est que c'est une comédie qui est censée être drôle et que j'ai pas ri une seule fois. Donc là, ça pose vraiment un gros problème. Il y a Jack Black qui me fait jamais rire. Encore, c'est pas son pire rôle, mais il y a Gulliver, c'est de la merde. Non, le film ne m'a pas fait rire, j'ai rigolé vraiment à aucune blague. Je suis plutôt bon public, je pense, mais ça ne m'a réellement pas fait rire. Donc là, il y a un gros problème à ce niveau-là. Et après ça, je trouvais que le film était plutôt vide. Bah, quand tu es dans une comédie comme ça, qui se veut juste comédie, et que ça te fait pas rire, t'enlèves tout ça, il reste plus grand chose. Les personnages sont pas spécialement bien écrits, pas spécialement attachants, même Jack Black il est plutôt lourd parfois, donc ça c'est assez chiant, ce qui fait que j'ai vraiment pas adoré vraiment ce film. En revanche, il y a quelque chose que Gondry a vraiment bien réussi, ça a fait que j'ai augmenté ma note sur le coup. Là du coup je vais la descendre un peu parce qu'en me souvenant du film je me dis que c'était pas non plus un chef-d'œuvre. C'est la scène finale dans laquelle tous les habitants décident de rendre un dernier hommage, puisque le magasin doit être détruit pour des circonstances que vous verrez dans le film. Et tous les habitants qui ont soutenu ce magasin durant des années décident de se rendre là pour regarder un dernier film ensemble. Et Michel Gondry a réussi à capter l'émotion dans les yeux des spectateurs, et rend vraiment un superbe hommage au cinéma, parce qu'en fond on a un faux documentaire sur un jazzman, un truc comme ça, qui a été fait justement par les gars du magasin, et il capte l'émotion, et c'est vraiment un très bel hommage. C'est très touchant cette scène, je trouve. On voit dans les yeux, je sais pas, l'amour des personnes pour le cinéma. C'est ce qu'il a réussi à capter vraiment. Mais voilà, j'ai pas adoré. C'est franchement le moins bon film que j'ai vu de Michel Gondry.
Donc je lui mets la note de 10 sur 20. Parce qu'il y a cette scène qui vient remonter le tout, sinon j'aurais peut-être mis 9, 8. Donc pas le meilleur film de Gondry, je vous conseillerais plutôt Human Nature, qui reste Human Nature, je le prononce à la française, qui reste pour moi son chef-d'œuvre. Donc voilà, celui-là n'est vraiment pas un must à voir. Ce mois-ci, j'ai vu Blueberry, l'expérience secrète avec Vincent Cassel et Michael Madsen, réalisé par Yann Kounen, donc un film français avec des acteurs américains, à part Vincent Cassel. Le film est réputé quand même pour être une grosse daube et pourtant je voulais lui donner sa chance parce que Yann Kounen, j'ai déjà vu des films de lui et ça se présente pas comme un mauvais réalisateur. Et le problème du film, c'est pas que c'est un nanar ou que c'est un mauvais film comme pourrait l'être pas mal d'autres films, c'est juste qu'il a voulu prendre une direction qui ne colle pas du tout avec l'univers et il a été tellement jusqu'au boutiste que ça en a fait du grand n'importe quoi. Mais c'est loin d'être un mauvais réalisateur. Regardez, j'ai fait une critique de 99 francs, adaptée du livre de Beck BD. Donc, Blueberry, le scénario, je passe. Bah, d'ailleurs, j'avais justement emprunté les BD. J'aime bien Blueberry, la bande dessinée. Mais je m'étais arrêté justement aux BD qui sont celles adaptées dans le film. Je les avais empruntées, je les ai lues. Mais je voulais vous les montrer, mais je les ai rendus ce matin, comme les 2 DVD de Place Beyond the Pines et Soyez sympa rembobinés, je les ai ramenés ce matin. Bon, bref. Et qu'est-ce que c'est que le problème avec ce film? Alors, Vincent Cassel, ni les acteurs, c'est pas du tout le problème des acteurs, ils jouent plutôt bien. Le problème, c'est le scénario qui est très mal écrit, dans lequel il ne se passe rien, mais vraiment rien. Mais pourtant, on se perd dans l'intrigue, on ne comprend rien du début à la fin. Non, on se perd dans le scénario, on ne comprend rien. Et ça, c'est dû à un choix de la part de Yann Kounen de faire... il a été chez les Indiens et il a rencontré des Indiens qui prenaient une espèce de drogue. Et il a voulu rajouter ça au film. Mais dans la BD, ça y est pas. Et... c'est tellement trop, il fait des scènes d'au moins 3 minutes de défonce à chaque fois qui n'apportent rien au scénario, qui font mal à la tête, qui nous perdent complètement, qui sont là juste parce qu'en fait il est allé là-bas. J'ai regardé l'interview de Yann Kounen et Vincent Cassel par Thierry Ardisson, elle est très intéressante. On voit vraiment que Yann Kounen a failli péter un plomb et rester là-bas. Il voulait arrêter le tournage pour rester vivre avec les Indiens parce qu'il était devenu accro à cette drogue. Tellement accro qu'il en a mis partout dans son film. Et ça ne sert à rien ces scènes-là. Ça donne juste mal à la tête. C'est tout, vraiment, ça ne sert à rien. On est perdu dans le scénario, on ne comprend rien, les personnages sont mal écrits. Qu'est-ce que je voulais dire? J'en oublie même mes arguments. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire ouais, que la mise en scène aussi, parfois elle est très bonne et parfois elle est nulle à chier. Comme la photographie ou les effets spéciaux, c'est aléatoire. Il y a une scène qui est vraiment cool, c'est une scène dans le bar dans lequel il y a Jung Won-sul, je me rappelle plus son nom, c'est un acteur africain qui joue donc dans Blood Diamond et dans Amistad de Spielberg, Jimon Unsu, voilà. Il joue dans ce film, je sais pas par quel moyen il est atterri là, mais je pense pas que ce soit le meilleur choix de sa carrière. Il y a une scène dans laquelle il va enlever son chapeau, j'en dis pas plus. Ils sont dans un bar et cette scène elle est vraiment super bien filmée et même le début, l'arrivée dans la ville est plutôt bien filmée par Yann Kounen. Comme la photographie, elles sont plutôt belles. Mais il y a des moments, c'est juste n'importe quoi. Il filme n'importe comment, il fait tourner la caméra dans tous les sens. La caméra bouge, on a mal à la tête vraiment. Avec ces scènes de défonce qui durent 3 minutes avec des effets spéciaux moches, mais moches de chez moche. C'est un ratage complet. J'ai rien d'autre à dire. Ce film est chiant, mal écrit, mal filmé, avec un... Ah oui, j'ai oublié le principal. Ça ne colle pas du tout avec l'univers de Blueberry, ni même avec l'univers des westerns. C'est un film qui est censé être un western, parce que Blueberry c'est un western.
ça ne colle pas du tout avec l'univers, ça n'a aucun rapport. Ces scènes, les scènes de défonce, comme je les appelle depuis tout à l'heure, cassent complètement. Je sais pas dans quel délire il est parti et je sais même pas comment les producteurs ont pu accepter un tel choix artistique. Ça n'a aucun rapport. S'ils voulaient faire un film sur ça, ils pouvaient très bien le faire, mais pas avec Blueberry, ça ne correspond pas du tout à l'univers. Donc non, c'est vraiment un très mauvais film. Et j'ai pas envie de bâcher Yann Kounen parce que je sais que c'est un bon réalisateur, mais là je sais pas dans quel délire. C'est le problème avec des réalisateurs qui veulent tellement innover. Et souvent les films français qui sont les plus détestés, ce sont les films français qui innovent. Parce qu'ils veulent tellement innover et tellement faire quelque chose de différent que ça en devient du grand n'importe quoi. Donc non, Blueberry, le secret de je sais pas quoi, l'expérience secrète, il a même mis en sous-titre l'expérience secrète tellement ça l'a marqué. C'est un nanar complet et je lui mets la note de 5 sur 20. Ce mois-ci j'ai vu Take Shelter réalisé par Jeff Nichols avec Michael Shannon dans le rôle principal, l'acteur fétiche de Jeff Nichols. J'ai pas vu Midnight Special, son dernier film, mais justement c'est parce que je l'ai pas vu, parce qu'il passe pas dans mon cinéma ne passe rien comme film, que les gros blockbusters ou les comédies françaises, ça m'énerve. Je peux pas aller voir les films, c'est chiant. Donc du coup je me suis rattrapé avec Take Shelter parce que je pouvais le télécharger. Je dis n'importe quoi. J'adore Mud sur les rives du Mississippi, je l'avais vu, ça fait un moment, il faudrait que je le revoie quand même, je l'avais vu avec mon père, c'était au tout début que je commençais à devenir un cinéphile, j'étais même pas vraiment cinéphile, c'était le début où je commençais à regarder des films en fait, et j'avais plutôt bien aimé, et donc je reviens avec Take Shelter. Alors de quoi ça parle Take Shelter? C'est l'histoire d'un homme qui est frappé de visions un peu spéciales, cauchemardesques, et qui va voir dans ses visions à chaque fois une espèce de grande tornade qui vient s'abattre sur la Terre, et ça va lui rentrer dans la tête et il va être persuadé que une grande tornade va s'abattre et il va se mettre en tête donc de construire un abri anti-atomique au fond de son jardin, sous les yeux de sa femme, et ah oui, il y a Jessica Chastain aussi dans le rôle principal. Sa femme est encore amoureuse et tout, mais elle va se demander s'il n'y a pas un problème, notamment du fait que sa mère, la mère de Michael Shannon, était déjà folle, elle aussi. Donc ça va être un film sur la folie. Et voilà, Michael Shannon, encore une fois, excellent dans le rôle d'un fou. En tout cas, j'ai pas vu beaucoup de films avec Michael Shannon, mais le seul film, j'ai vu 2 films en fait avec lui, en plus de celui-là, j'ai vu Bug, de celui qui a fait l'exorciste, je me souviens plus de son nom, et j'ai vu Mud sur les rives du Mississippi. Voyez Bug, c'est un chef-d'œuvre, le nom du réalisateur ne me revient pas ici. C'est un petit peu pareil, ça m'a beaucoup rappelé Bug même, c'est l'histoire d'un homme qui vient, une femme qui, en fait c'est l'histoire d'une femme, je me bourre, qui n'a pas trouvé l'amour depuis très longtemps, puis elle rencontre un homme lors d'une soirée, et il se trouve que cet homme est très bizarre, et il va la persuader qu'il y a des moustiques, des mouches ou des insectes qui sont dans leur maison. C'est scénaristiquement, là, à raconter comme ça, c'est très spécial, mais vraiment, regardez Bug, c'est un chef-d'œuvre, il m'a bouleversé ce film, il était vraiment super. Je l'avais découvert grâce à Ian Kay, et c'est un youtubeur que j'aime bien. Bref, revenons à Take Shelter. Scénaristiquement, c'est très intéressant parce qu'on s'attend pas du tout. Déjà, je savais rien du scénario, comme à mon habitude. Je regarde toujours les films en en sachant le moins. J'ai été vraiment surpris par la tournure du film parce que ça se transforme en film vraiment donc sur la folie. Et le personnage de Michael Shannon est très très bien écrit, comme tous les autres d'ailleurs. Et surtout excellemment joué. Je dis tout le temps excellemment, mais je sais pas si ça se dit. On s'en fout, on est sur YouTube, je m'en fous. Donc ouais, c'est très 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 bien écrit, mais après, au niveau de la mise en scène, c'est assez lent. Ça m'a un peu rebuté parfois, il y a des très longues, c'est très long, il y a des séquences très très longues, pas mal de longueur, des moments où on s'ennuie et on décroche un petit peu. Mais en tout cas, c'est toujours très très bien écrit, et
C'est dommage que, que le rythme soit aussi lent parce que ça pouvait vraiment être quelque chose de très intéressant. Et après, ce qui m'a un petit peu dérouté aussi, c'est la fin en fait. Il y a, comme je vous le disais tout à l'heure avec la pianiste, il y a un moment où on aurait pu arrêter le film, mais il a rajouté une autre séquence après. Euh, pour finalement en arriver au même point que ce qu'il aurait déjà pu faire précédemment en fait. Donc ça m'a un peu saoulé, surtout que ça rajoute du temps et que du coup bah, ça rajoute des longueurs. Donc voilà. Mais en général c'était un plutôt bon film. Après moi j'ai préféré Mud de mes souvenirs parce que j'étais en quatrième à l'époque et ça fait déjà 4-5 ans. Donc je me souviens plus trop. Mais j'aimerais bien revoir Mud et j'avais vraiment bien aimé le film. Take Shelter est très bon, surtout pour Michael Shannon. Mais si je devais vous conseiller un film de Jeff Nichols, ça serait plutôt Mud. Et si je devais vous conseiller un film de Michael Shannon, ça serait plutôt Bug, de William Friedkin. Voilà, le nom me revient, le mec qui a fait l'exorciste, c'est William Friedkin. Donc Take Shelter, un bon film quand même. Je lui mets, on va dire, la note de 14 sur 20. Voilà. Donc voilà, voyez-le quand même, c'était un bon film. Ce mois-ci, j'ai vu Underground de Emir Kusturica, réalisé en 1995. Les acteurs, je vous les sortirai pas, ce sont des acteurs yougoslaves. Je viens de voir leur nom, j'ai même pas essayé de le prononcer. De quoi ça parle Underground? Déjà, je remercie Popcorn Caviar, c'est une chaîne YouTube, je sais qu'il est abonné à ma chaîne, donc s'il passe par là, voilà, j'encourage vraiment son travail à passer voir Popcorn au Caviar. C'est un mec qui parle de mouvement au cinéma et je vois pas trop ça. Et en ce moment, il est en train d'aborder le surréalisme et notamment Underground. Donc j'ai visionné Underground parce que j'avais envie de le voir depuis longtemps. Hein. Emir Kusturica, c'était un réalisateur qui m'avait interpellé. J'avais vu que Arizona Dream. J'avais pas été très fan, mais ça m'avait interpellé. J'arrive un petit peu au même résultat avec Underground. J'ai pas adoré le film. Je suis désolé pour toi, Popcorn de Caviar, mais voilà, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est un bon film, mais ça n'a pas été un vrai coup de cœur pour moi. Mais on retrouve vraiment la mise en scène d'Emir Kusturica que j'avais plutôt bien apprécié dans Arizona Dream, une mise en scène qui me rappelle visuellement un petit peu un mélange entre Terry Gilliam et la culture slave. C'est ça en plus, c'est vraiment ça. Le bordélique de Terry Gilliam avec le bordélique de la culture slave. Et je trouve que ça se met. J'aime beaucoup, j'aime bien ce côté. J'aime bien la mise en scène, que ce soit les décors, que ce soit visuellement, j'aime beaucoup. Et la mise en scène d'Emir Kusturica aussi, elle est très très sympathique. Il y a une scène que j'aime bien, c'est la scène à l'extérieur, une scène de combat un petit peu, dans lequel on a un fauteuil roulant qui est en train de tourner en feu autour d'une croix de Jésus qui est à l'envers. Et j'aime bien aussi la dernière scène dans laquelle on a tous nos personnages qui sont sur une île en train de faire la fête et puis l'île se décroche pour rappeler la césure de la Yougoslavie. Alors de quoi ça parle, j'en ai pas vraiment parlé. En fait, c'est le film qui est censé retracer l'histoire de la Yougoslavie. En tout cas, c'est le synopsis que j'avais lu, qui est censé retracer l'histoire de la Yougoslavie à travers deux personnages, Blackie et je sais plus le nom du second personnage. Et c'est là où j'étais un peu déçu parce que du coup, voilà, ça c'est le problème. Ne jamais lire les synopsis des films avant de regarder un film. Je voulais en savoir plus sur l'histoire de la Yougoslavie, pourquoi ils se sont séparés, tout ça. Et le film n'est pas du tout centré sur ça. Alors oui, bien sûr, ça prend pied dans le contexte de la fin de la Yougoslavie, certes. Mais du coup j'ai été déçu parce que j'en ai pas appris beaucoup sur pourquoi, du comment, et ça m'a un peu dérouté. Mais après j'ai beaucoup aimé l'écriture des personnages, les personnages sont super attachants, totalement barjots.
façon, c'est un truc totalement surréaliste. Il y a toute une communauté qui vit sous terre, underground. Donc voilà, ça j'ai plutôt bien aimé, l'écriture des personnages. Après voilà, c'est comme Arizona Dream, j'ai pas vraiment eu le coup de cœur qui fait que voilà. Et puis le film est un peu long, qui fait qu'il y a pas mal de moments où j'ai ressenti des longueurs et j'ai pas réussi à vraiment m'impliquer dans le film. Mais voilà, encore une fois, le cinéma d'Emir Kusturica, j'aime plutôt bien, hein, franchement, surtout au niveau de l'ambiance. C'est complètement surréaliste, complètement fou. Il y a des moments vraiment très très drôles. Mais comme je vous le dis, voilà, j'ai été un peu déçu que ce soit un peu trop centré sur le trio amoureux qui est au centre du film, plutôt que sur l'histoire de la Yougoslavie. Et j'ai trouvé que parfois un petit peu le scénario était un peu trop redondant. Un coup la femme est avec l'un, un coup elle est avec l'autre, un coup elle retourne avec l'un, un coup elle se remet avec l'autre. C'était un peu redondant et ça tirait un peu sur la corde, ce qui fait que... Ce mois-ci, j'ai vu Vice Versa, donc pour ceux qui suivent un peu ma chaîne, vous devez savoir que je suis pas très film d'animation. Enfin, je suis pas sûr que vous le sachiez, mais vous avez sûrement vu que j'ai pas critiqué énormément de films d'animation. Je crois que je n'en ai jamais critiqué en fait. Les Disney, j'ai vu Alice au Pays des Merveilles, il me semble, il y a pas longtemps. Mais en général, pas trop. Et surtout Pixar, ça fait un moment que depuis mon enfance, en fait, j'ai totalement décroché Pixar. Comme les Disney, en fait, tous les derniers Disney, je les connais pas. Je sais pas, il y a eu quoi, La Reine des Neiges, Rebelle, tout ça, je connais pas du tout. Donc vice versa, je connaissais pas non plus. Et comme il y a eu vraiment un engouement l'année dernière pour ce film-là, et comme il me donnait beaucoup plus envie que La Reine des Neiges, La Reine des Neiges, ça me donne pas trop envie. Peut-être un jour je le regarderai. Mais... Bon bref, on s'en fout. C'est un film qui se laisse très agréablement regarder, mais il y a pas mal de choses qui ont fait que pour moi ça sera pas un réel coup de cœur comme ça l'a été pour beaucoup de youtubeurs. Déjà j'ai beaucoup aimé le concept. Toute la première partie est très intéressante quand on les voit en train d'essayer de gérer les émotions avec chacun son rôle à jouer, l'histoire des mémoires, la mémoire interne très importante, tous les grands bâtiments au fond qui sont censés représenter l'amitié, la relation parents, tout ça c'est vraiment très inventif et c'est une façon très intéressante de montrer, de faire comprendre les émotions aux plus jeunes. Et ça j'ai bien aimé, les personnages sont plutôt attachants, même drôles, même à mon âge. Franchement ça j'ai plutôt bien aimé. Mais après, là où j'ai rencontré un problème, c'est que j'ai eu l'impression de vraiment regarder un énième film d'animation. Alors quand j'étais petit, je les regardais avec plaisir, mais quand j'y réfléchis, en fait, ils suivent quasiment, ou en tout cas, je sais pas, je peux pas juger ceux que je n'ai pas vus, mais ceux que je connais en tout cas, j'ai trouvé que Vice Versa suivait beaucoup trop un schéma de film d'animation classique, avec donc nos héros qui sont à un endroit précis, qui vivent heureux, tout ça. Et puis d'un coup, ils vont être séparés des leurs et ils vont devoir traverser tout un périple afin de les rejoindre. Ça m'a rappelé les quelques peu de films d'animation que je connais, Nemo, Marin qui va chercher pendant tout le film avec Dory Nemo, L'Âge de glace, le premier dans lequel ils partent à la recherche du bébé, en préhistorique. Donc au niveau de la structure, je trouvais que je peux pas vraiment le critiquer, c'est un film pour enfants et voilà, ça s'adresse pas réellement à moi, mais ça m'a un petit peu, voilà, c'est sans surprise, vraiment. Ouais, ça m'a un peu gêné, mais c'est un film pour enfants, donc je l'accepte encore. Mais là où j'ai trouvé ça vraiment dommage, c'est au niveau de l'animation. J'ai l'impression que depuis 10 ans, Pixar il s'améliore pas quoi. Enfin, tu mets Nemo et tu mets vice versa l'un à côté de l'autre.
tu peux pas dire lequel a été fait avant l'autre, et pourtant il y a quasiment 10 ans qui les séparent, et en 10 ans les technologies informatiques ont largement avancé, non? Je trouve que ça se ressemble, enfin, que depuis 10 ans, Pixar ne change pas encore une fois, je peux pas vraiment juger parce qu'il y a un grand écart entre Nemo et vice versa. Il y en a eu plein d'autres des films, et ceux-là, je les ai loupés. Donc je peux pas vraiment juger encore.